Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, accueillons Grey Pigeon. Salut Spade et bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un comics indé et assez ancien. Ouais, alors on va parler d'ElfQuest, une saga d'heroic fantasy créée par Wendy et Richard Pini en 1978 et qui est toujours en cours aujourd'hui. Un peu comme moi, 78 et je suis toujours en cours. C'est ça. Alors après de nombreux changements d'éditeurs, la série elle est en ce moment toujours éditée aux États-Unis par Dark Horse. Je crois que c'est le premier titre de chez Dark Horse dont on parle. Et ElfQuest, c'est donc une saga d'heroic fantasy. Est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch ? Alors, ça commence des temps immémoriaux à l'époque où l'homme, c'est à peine une bête sauvage. Mais c'est pas vraiment l'histoire d'ElfQuest. ElfQuest, c'est avant tout l'histoire de Cutter et de son clan, un clan d'elfes, car Cutter est un elfe. Et son clan s'appelle les Wolf Riders, qu'on pourrait traduire par les monteurs de loups. Oui. Et ils vont essayer de survivre face aux éléments et aux trahisons au sein d'une terre primitive. Alors, dès le début de la série, ils vont être poussés à cause de la folie des hommes, ils vont être contraints à l'exil. Et ils vont s'enfuir de leur forêt pour découvrir le monde et le secret de leurs origines. Bien, et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas toi qui vas présenter les auteurs, mais ça va être moi. Ouais, Clépini, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va les définir comme ça pendant presque tout le podcast, car il s'agit d'un couple. Oui, tout à fait. Je vais à l'encontre des règles des gentlemen. Je vais présenter l'homme en premier, donc Richard Pini, qui est né en 1950 dans le Connecticut. Richard Pini, c'est un élève modèle pendant quasiment toute sa scolarité, qui a toujours été intéressé par la science-fiction. Puis en arrivant au lycée, il a commencé à s'intéresser aux comics, notamment beaucoup au travail de Jack Kirby et Stan Lee. Forcément, c'était la grande époque, le retour en grâce de Marvel à la fin des années 60. Donc Richard Pini, il est surtout, c'était un très bon élève, comme j'ai dit, à tel point qu'il est quand même diplômé en astrophysique du MIT. Ouais, c'est pas rien. Non, il a rapidement trouvé du travail au Hayden Planetarium de Boston en tant que conférencier, photographe, spécialiste des effets spéciaux et surtout auteur. Le fait d'être auteur, ça va lui permettre de travailler sa plume et de réaliser un de ses rêves. Et ce rêve, en fait, il a débuté un jour en lisant le comics Silver Surfer de chez Marvel, donc le numéro 5 pour être précis. Écrit par Stan Lee. Et dessiné par John Buscema, donc d'avril 1969. Dans les pages courrier des lecteurs, il voit une certaine Wendy Fletcher qui envoie un courrier que j'ai pu lire et que j'ai trouvé très drôle. D'ailleurs, qu'on va mettre dans le billet de l'article. Ah oui, tout à fait. En fait, dans cette lettre, elle se moque un peu gentiment de Stan Lee qui rajoute des couches de pathos sur l'histoire du Silver Surfer et qu'elle trouve même regrettable que Stan Lee en fait décrit l'humanité comme un ensemble de personnes méprisables et violentes alors que quand même Silver Surfer s'est retourné contre Galactus parce que Alicia Masters lui a prouvé que l'humanité pouvait être belle. Donc elle a écrit une très jolie lettre pour se plaindre Ouais. de Stan Lee, de la manière dont il traitait les humains. Ouais. Et Stan Lee qui a répondu avec beaucoup d'humour aussi à ce courrier qu'il a trouvé remarquablement bien écrit et c'est vrai qu'il est très très bien écrit. Donc Richard Pini voit ce courrier, il voit l'adresse de la demoiselle, il se dit je vais commencer à lui écrire. Parce qu'à l'époque, les adresses des auteurs des lettres étaient données à la fin des lettres. Oui, mais ça c'est une coutume qui vient en fait de la culture pulp. D'accord. Et donc cette relation épistolaire avec Wendy Pini, elle va juste se solder par un mariage en 1972 entre les deux. Et donc cette charmante demoiselle Wendy Fletcher Pini, qui est née en 1951 en Californie, c'est une artiste autodidacte. Son style graphique est très très influencé par des auteurs aussi variés que Walt Disney, Jack Kirby et Osamu Tezuka, pour aussi improbable que ça puisse être. Ça paraît improbable. Non, pour un auteur d'aujourd'hui, c'est pas du tout un problème, mais à l'époque, les mangas aux États-Unis, c'était vraiment, c'était de la niche de chez niche. Hein. Oui, elle explique en fait sur son propre blog que son premier graphic novel, elle l'a dessiné à l'âge de 11 ans, donc en 1962, en tentant de refaire scène par scène l'adaptation de Sayuki de Tezuka. Elle avait vu ça à la télé, comme elle avait pas de magnétoscope, le seul moyen de garder une trace, c'était de le redessiner. Vraiment, c'est difficile de se dire que déjà en 1962, Tezuka, qui est donc l'inventeur du manga, qui est le créateur de Astro le petit robot et de centaines d'autres de mangas, puis de dessins animés très très importants, avait déjà une influence sur des artistes américains. Donc très jeune, elle va commencer à écumer les conventions pour montrer son travail, et elle va être publiée dans des fanzines. Ça va lui faire une petite réputation dans le milieu sans trop de problèmes. Elle va commencer sa carrière professionnelle après son mariage en 74 en tant qu'illustratrice de livres et de magazines de science-fiction. Et c'est ce parcours professionnel lié à sa présence dans les conventions de comics en tant que, à ton avis, en tant que quoi ? En fait, j'ai la réponse. Hein. Elle était une grande fan de Ren Sonia. Oui, et elle était une cosplayeuse professionnelle qui a gagné 2 ans de suite le concours du modèle le plus ressemblant à Red Sonja. Et c'est un rôle qu'elle jouait sur scène. Donc en fait, c'était une adaptation théâtrale de l'histoire Red Sonja and the Wizard, aux côtés de Frank Zorn, qui était alors dessinateur du comics. D'ailleurs, Richard Pini a réussi à mettre la main sur une vidéo de sa femme en train de jouer Red Sonja sur scène
dans une convention et il l'a mis sur son YouTube. Je mettrai le lien dans le billet. La qualité d'image est très mauvaise, mais c'est très intéressant à voir. Mais tout ça, en fait, ces connexions, ça va lui permettre surtout de commencer réellement une carrière dans les comics. En tout cas, ils étaient faits pour se rencontrer les deux, parce que c'est vraiment deux bons gros geeks. Hein. Ah oui, c'est clair. Lui, c'était le pur nerd, et elle, c'était vraiment la geekette absolue, quoi. Donc, pour en revenir à son travail, elle a notamment travaillé dans les années 80 sur une adaptation en comics d'une série télé, donc La Belle et la Bête. Je sais pas si tu te souviens de cette série télé. Ouais, c'était une série qui était pas très bonne, mais avec un casting à 4 étoiles. Donc Linda Hamilton, qui jouait le rôle de Sarah Connor dans Terminator, hein, rien que ça. Et Ron Perlman dans le rôle de Vincent la Bête. Et son costume était excellent. L'avantage, c'est qu'il avait pas besoin de beaucoup de maquillage. C'est vrai que son maquillage était magnifique. Pour l'époque, c'était très bien. Ouais. Et même au-delà pour l'époque, hein, même maintenant, honnêtement, pour moi, ça reste la plus belle incarnation de la Bête que j'ai vue. Pour en revenir sur leur relation à tous les deux, Wendy, elle dit de son mari, quand Richard et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, plein de choses se sont mises en place pour moi. Presque immédiatement, nous avons commencé à travailler sur la manière de construire notre vie ensemble. C'est comme si tout était écrit. Richard et moi avions beaucoup de choses à accomplir ensemble durant notre vie. Et vraiment, le fruit de ce travail en commun, c'est ElfQuest. Ouais, parce que tu le disais, Richard, il est scénariste, mais elle aussi, hein, elle coécrit ElfQuest avec lui, mais elle fait le dessin, elle fait l'ancrage, elle fait le lettrage. Et donc à eux deux, ils faisaient l'ensemble de la publication d'ElfQuest. Et Richard s'occupait de la partie édition, qui a été une sacrée aventure. C'est même un cas unique, je pense, dans l'histoire du comics américain ElfQuest. Alors déjà, le tout premier épisode, il est sorti en 1978 chez Fantasy Quarterly. Alors Fantasy Quarterly, je pense que personne n'en a entendu parler. C'est tout simple, c'est que après ElfQuest, ils ont fermé boutique parce que ça a été une catastrophe. Les Pini étaient vraiment effondrés parce qu'ils considéraient que le travail avait été bâclé. Les super planches de Wendy étaient pas mises en valeur, donc c'était imprimé sur du papier journal qui était très fin, donc on voyait à travers les pages. Et donc ils ont décidé de quitter cette maison dès le départ, qui a fermé juste après. Alors, du coup, les Pini, ça les a encouragés à emprunter de l'argent et à faire tout seul. Donc ils ont créé leur propre maison d'édition, qu'ils ont appelée tout simplement Warp Graphics. Alors Warp, c'est les initiales de Wendy and Richard Pini. Et ils vont sortir leur série dans un format prestigieux pour l'époque de 32 pages. Et alors vraiment là où ils ont été aussi très ingénieux, c'est qu'en plus des couvertures sublimes, Wendy dessinait une 4e de couverture originale, ce qui faisait qu'il y avait 2 couvertures pour le prix d'une. Ça a été un succès, dans le milieu du comics indépendant, à l'époque ça a été un succès quasi immédiat. Et il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. Alors, la première, donc, c'est la qualité de la série, qui est vraiment exceptionnelle. On va y revenir. Mais avec des thèmes très innovants qui étaient abordés pour l'époque. Le fait que l'artiste soit une femme, ce qui était assez peu courant aussi à l'époque. Et donc, du coup, ça a dû attirer une partie du public vers cette série-là. Et en plus, dès le début de la série, les auteurs ont indiqué que la série avait une fin et qu'elle était déjà écrite. Et ça, c'est aussi un argument pour se lancer dans une série en sachant qu'elle durera pas ad vitam aeternam. Donc, quand on connaît le destin d'ElfQuest, qui est toujours en cours actuellement... Oui, mais la partie qu'ils avaient prévue est réellement finie. C'est ça, donc ils vont faire 20 épisodes, à raison de 3 épisodes par an, donc un rythme assez lent, mais parce que Wendy continue à travailler en tant qu'illustratrice en même temps qu'elle travaillait sur ElfQuest. Et ils vont se terminer la première série, donc la quête originelle, en 20 épisodes. Après cette aventure de ce qu'on appelle la quête originelle, ils ont fait quoi exactement ? Et c'était un énorme succès, hein. Donc du coup ils ont décidé de s'agrandir, donc de faire marcher Warp le plus possible. Donc du coup ils ont lancé plusieurs séries en parallèle, toujours dans l'univers d'ElfQuest. Mais en embauchant des scénaristes et des dessinateurs pour dessiner ces séries annexes. Alors il y a plusieurs séries qui retracent notamment l'origine des différents clans elfiques, mais on a également une série qui retrace un futur lointain dans lequel les humains ont conquis l'espace. Donc là on s'éloigne vraiment de ce que ElfQuest au départ. C'est, disons, un univers très très étendu. Ouais. Alors malheureusement, comme beaucoup de maisons d'édition dans les années 90, le milieu du comics va être touché de plein fouet par la crise et Warp va devoir fermer et ne survivra pas à la décennie des années 90. Il faut mentionner que et ça aussi c'est assez exceptionnel pour un éditeur indépendant, c'est que Marvel s'est intéressé à eux assez tôt. Et dès 85, ils ont décidé de tout republier, ce que la première quête originelle, par contre dans un format à 20 pages, pas à 32, ce qui fait que les épisodes se concluaient pas du tout sur des cliffhangers. Alors c'était un petit peu particulier, mais ça a contribué en tout cas à ElfQuest de se faire connaître du très grand public. Et en fait, c'est surtout que la relation entre Warp et Marvel était très étroite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils écrivaient tous les deux en tant que lecteurs à Marvel quand ils étaient adolescents, mais ils sont restés très proches de la maison d'édition. Notamment, en fait, les dessinateurs de Marvel faisaient souvent référence à ElfQuest. Notamment, John Byrne avait dessiné un épisode de Fantastic Four où il y avait une représentation sur scène de ElfQuest. D'accord. Et c'est à mon avis, c'était les copains de convention qui faisaient ça, quoi.
Alors c'est marrant que tu précises le gros lien qu'il y a entre Marvel et Lépini parce que donc comme je le disais à la fin des années 90, Warp va faire faillite mais ElfQuest ne va pas s'arrêter là pour autant. En 2003, c'est DC Comics qui récupère les droits et c'est la première fois que Lépini ils lâchent les rênes sur leur univers. Mais par contre, ils vont garder un contrôle artistique total. Et ce qui fait aussi de ElfQuest la première série indépendante qui est passée chez les deux Big Two. Ah bah alors déjà on est en 2003, on en est déjà à 4 éditeurs. Ouais, c'est fort quand même. Et alors par contre, DC, ils vont pas sortir grand-chose. Ils vont sortir quelques one-shots, mais ils vont surtout se contenter de ressortir la série originelle, mais par contre avec les nouvelles techniques de colorisation. Donc une version recolorisée, quoi. Avec les techniques modernes qui sont vraiment sublimes. La dernière mini-série, pardon, sera publiée en 2006. Et ensuite, plus rien ne sortira dans l'univers d'ElfQuest avant 2013. Et chez un autre éditeur, en plus. Eh oui. Et là, en 2013, Lépini, il lance une nouvelle série. Dans l'univers d'ElfQuest, mais chez Dark Horse. Donc on y est toujours. Une série qu'ils vont appeler The Final Quest. Donc probablement la dernière histoire dans l'univers d'ElfQuest. Oh, je sens bien qu'ils vont nous en faire une prochaine qui va être chez Image. Ça serait logique. Ouais, c'est ça. Ben là, ouais, 5e éditeur. Bon, pour l'instant, c'est le dernier. Alors, la série donc continue toujours. Ils ont annoncé dès le départ que la série s'arrêterait au 24e épisode. De mémoire, je crois qu'on en est au 16e. Oui, exact. Je vais juste conclure parce que donc on en est à 5 éditeurs, mais il est quand même possible de lire ElfQuest ailleurs. Parce que donc à la fin de l'aventure avec DC, ils ont décidé de mettre tout leur catalogue sur Internet en accès gratuit. Oui, et on peut lire intégralement ElfQuest sauf donc Final Quest. Gratuitement sur leur site. On mettra un lien dans le billet, ne vous inquiétez pas. Alors ça fait vraiment d'eux des iconoclastes dans le monde de l'édition. Et moi, j'ai pas d'autres exemples en tête d'indépendants qui ont eu un parcours tel que le leur. En plus, sur un seul univers. En fait, le truc, c'est qu'ils sont arrivés 40 ans trop tôt, donc ils ont dû se débrouiller, parce que ça serait des artistes actuels, ils auraient lancé un Kickstarter ou un Ulule pour sortir ElfQuest en indépendant. Là, comme Kickstarter n'existait pas en 1978, ils ont vraiment dû se débrouiller et ça a été vraiment des précurseurs sur beaucoup de choses, quoi. Ah oui, mais ils ont fait avec l'argent de leurs amis au départ, mais après, bon, c'est vrai que leur succès rapide les a aidés à lancer leur boîte. Et puis le soutien des autres, parce que Marvel ait décidé de les éditer, ça venait d'un certain copinage. Mais après, une série indépendante comme ça qui arrive bientôt à 40 ans d'existence, la Final Quest s'arrêtera dans la 40e année d'ElfQuest. C'est assez incroyable. Ça, c'est fou. On en discutait un petit peu plus tôt, et à part Cerebus, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête de séries indépendantes comme ça aussi longues. Oui, c'est les deux séries hors normes du média, quoi, clairement. Donc, comme on en parlait un petit peu plus tôt, ElfQuest, c'est une série d'Heroic Fantasy, et en 1978, l'Heroic Fantasy était déjà bien implanté aux États-Unis. C'était un style qui était très aimé par les geeks, dont faisait partie Lépini. Donc, l'Heroic Fantasy, c'est un style qui est né dans les pulp magazines. Donc, on considère souvent que ce qui est écrit dans les pulp magazines, c'est de la littérature à dessous, mais il y a eu des très grands auteurs qui ont été publiés dedans, et notamment, en fait, la paternité du style d'Heroic Fantasy, à qui on peut l'attribuer, d'après toi? Robert Howard? Eh bien non, on peut l'attribuer à un auteur qui s'appelle Abraham Merritt, qui est quasiment oublié aujourd'hui et qui est un auteur que j'affectionne particulièrement. On peut aussi inclure dans le lot Edgar Rice Burroughs, qui est lui un peu moins oublié, on va dire. Ouais, John Carter of Mars notamment, donc, Tarzan. Et donc, contrairement à la croyance populaire, l'heroic fantasy, c'est pas du médiéval fantastique. D'où ta confusion avec le Robert Howard. Donc, l'Heroic Fantasy, c'est un récit épique se situant dans un monde exotique par rapport à notre quotidien et mettant en scène des personnages athlétiques qui atteindront le statut de héros mythique. Donc, par exemple, John Carter, dont tu as parlé, qui est un simple terrien qui devient le sauveur de Mars. Dans le roman de Abraham Merritt, dont je parlais tout à l'heure, La Nef d'Ishtar, ça parle d'un archéologue qui va tomber dans une dimension parallèle où les dieux sumériens existent et où il devra se battre contre eux pour l'amour d'une prêtresse. Faudra en faire un film de ça. Ah, mais moi, je sais que ce roman, j'adore ce bouquin. C'est clair que le style est un peu daté, mais ouais, les thèmes sont excellents. Tu parlais de Robert Howard tout à l'heure. Robert Howard, c'est quasiment la première révolution de l'heroic fantasy. Il était fan de Abraham Merritt et de Lovecraft. Donc il s'est décidé de mélanger tout ça pour créer son univers. Ça a permis en fait d'avoir un background plus constant et cohérent dans les récits, et en y ajoutant une composante un peu malsaine de violence et de sexualité. Et pendant ce temps-là, chez les auteurs anglais, on a deux auteurs notamment qui vont eux se dire, mais si on faisait ça en se servant des mythes et légendes connus de tous. Donc ça va donner notamment, dont je parlais dans Camelot 3000, The Sword in the Stone de T.H. White, donc Merlin l'Enchanteur, et surtout ça va donner un petit bouquin qui s'appelle Bilbo le Hobbit par un certain Tolkien, et ça va vraiment être la seconde révolution du style.
Ça va même quasiment figer les codes, notamment le Seigneur des Anneaux qui là va avoir mais alors 12 000 copies de plus ou moins bonne qualité. Et malheureusement ça continue encore aujourd'hui, il y a énormément de romans d'heroic fantasy qui sortent et qui ne sont que des pâles copies du Seigneur des Anneaux. Donc malgré ça, hein, malgré le fait qu'il y a beaucoup de copistes, ça n'empêche pas l'existence d'œuvres originales et intéressantes. Je parlais dans le podcast sur Camelot 3000 du cycle d'Avalon par Marion Bradley Zimmer, mais on peut aussi parler de C.S. Lewis et de son cycle de Narnia, qui loin des 3 films existants est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Et même dans ElfQuest, on sent cette influence de Tolkien. Par exemple, on a les elfes qui viennent d'ailleurs. Et oui, spoiler dès la première page. Les conflits entre différentes espèces, l'humain et les elfes s'entendent pas très bien, on va dire. Et beaucoup d'autres détails comme ça qui sont typiques de Tolkien, mais aussi on va y rajouter des références animalistes et notamment très amérindiennes. Le côté tenue des elfes qui rappelle beaucoup les tenues des Indiens d'Amérique, et notamment leur nom. Donc Cutter en français, Finlam. Oui, ils ont des noms très en rapport avec leurs aptitudes. Voilà, Euidale, compagnie. Mais surtout, les Pini avouent eux-mêmes avoir injecté des références au mythe de Gilgamesh, donc tout le cumul des quêtes impossibles à résoudre pour réussir à s'en sortir. Mais en me penchant donc sur leur histoire perso pour préparer ce podcast, je peux pas ne pas y voir une influence de leur propre vécu. Donc déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des geeks à une période où geek, c'était pas la mode. Non, c'était pas fun comme ça les maintenant. Hein. Sérieusement, Richard Pini, il a dû prendre bien cher à l'époque du lycée quand même. Bah déjà nous qui avons grandi dans les années 80, c'était pas forcément évident, mais alors 10 ou 20 ans plus tôt, ça l'était encore moins. Hein. Ah oui, non, lui clairement, s'il devait être un personnage de culture pop, il serait Jerry dans Parker Lewis, quoi. C'est vraiment le mec qui se fait enfermer dans le casier, certainement. Et elle, à mon avis, ça devait être la geekette que personne regardait, parce que justement, elle était geekette. Un peu comme dans le film Elle est trop bien avec Rachel Lee Cook, quoi. La fille qui est très moche pour tout le monde, mais qui devient très jolie dès qu'elle enlève ses lunettes. Tout à fait, ouais. En fait, c'est elle qui porte des lunettes, mais c'est les autres qui ont des problèmes de vue. Mais c'est pas grave. Plus simplement, en fait, il y a donc ce côté marginalisé comme les elfes qui sont réduits à peau de chagrin, qui ont l'impression d'être seuls face à un monde qui les déteste. Il y a la notion de l'âme sœur qui est hyper importante dans ElfQuest. Eux, leur vécu, leur histoire d'amour, c'est clairement une histoire d'âme sœur, quoi. C'est l'histoire la trouvaille du grand amour. Ouais, le fait aussi que la vie change complètement à partir du moment où cette âme sœur est rencontrée. Oui. Avec une vie qui prend un sens complètement différent. Oui, c'est une démarche d'acceptation de soi, de la recherche de sa propre identité, de son identité socioculturelle. C'est ce qu'on ressent en lisant ElfQuest et c'est à mon avis clairement ce que eux ont vécu. Et c'est vraiment intéressant de lire ElfQuest en connaissant l'histoire de leur créateur justement, parce qu'on voit beaucoup de sous-textes. C'est assez intéressant, franchement. À l'époque où j'ai lu ElfQuest, donc quand j'étais tout minot, on va dire, tout ça je l'ignorais, j'avais juste une bonne histoire d'heroic fantasy, et là ouais ça prend un tournant qui est beaucoup plus intéressant. Il y a un côté très autobiographique dans l'histoire. Ils ont mis toute leur vie dans ElfQuest, tous les sens du terme. C'est l'œuvre de leur vie et c'est l'œuvre qui raconte leur vie quoi au final. Mais pour en revenir au sujet de l'heroic fantasy, les années 70, tu le disais, c'était très très bien implanté comme style, mais ça a été implanté aussi dans beaucoup de médiums. Donc, par exemple, on peut parler des films d'animation de Ralph Bakshi qui datent de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc, 2 adaptations de Tolkien et surtout, je pensais à Wizard qui est l'un de ses premiers travaux et à Tigra, qui sont 2 œuvres en rotoscopie assez particulières. C'est assez étrange à regarder, mais ça vaut le coup. Dans les autres œuvres étranges à regarder et qui valent le coup, je pense surtout à Dark Crystal. Ouais, ça par contre j'ai eu. Dark Crystal, visuellement, qui arrivait donc après ElfQuest. Honnêtement, le style des Nelwyn, ça ressemble beaucoup aux elfes de ElfQuest. À côté de ces longs métrages d'animation, au cinéma, on s'est retrouvé donc au début des années 80 avec beaucoup de films d'heroic fantasy qui sont arrivés. Donc forcément, le Conan le barbare de John Milius. Ouais, qui a eu un gros succès, donc qui a provoqué toute une série de films qui ressemblaient un petit peu à Conan. Ouais. Legend de Ridley Scott. Avec Tom Cruise. Et tout plein de petits nanars rigolos comme Barbarian ou Dar l'Invincible. Il y a eu toute une série de films italiens qui se sont faits qui sont plus ou moins des copies de Conan, plus ou moins réussis. Oui. Plus souvent moins que plus d'ailleurs. Oui, beaucoup moins même. Il y a des très bons petits films d'heroic fantasy à l'époque, je pense notamment à Cull. Ouais, il y a Willow qui est sorti un petit peu plus tard. Ouais. Et c'est surtout, on a eu pas mal de comics qui parlaient du sujet. Ouais, parce que quand ElfQuest arrive en 78, ça vient pas de nulle part. Hein. Comme on en parlait déjà, Wendy Pini adorait se déguiser en Red Sonja. Donc Red Sonja qui était déjà une série à succès éditée par Marvel avec Roy Thomas au scénario. Oui. Red Sonja, c'est un personnage qui est issu de la série Conan, hein, créée par Robert Howard. Non, justement. C'est en fait, ils se sont inspirés d'un personnage que Robert Howard cite en arrière-plan d'une histoire de King Kull pour créer Red Sonja. Oui. Et c'est vraiment un personnage créé de la base
à partir de rien, quoi. Mais surtout, la grande série d'Heroic Fantasy de l'époque, c'est Conan, édité chez Marvel depuis 1970. Savage Sword of Conan, oui, qui est extraordinaire. Il y en a plusieurs en fait. Il y a Conan the Barbarian qui est la toute première série, qui a duré 23 ans. Savage Sword of Conan qui a duré plus de 20 ans également, et King Conan qui a duré 10 ans. Oui. Donc, 3 séries énormes autour de Conan qui ont fait la fortune de Marvel hein, dans le domaine de l'Heroic Fantasy. Qui a été publié en France dans les années 80 aussi. En plus, Roy Thomas aussi au scénario de Conan et au dessin pendant très longtemps sur la série principale, John Buscema. Hein. Oui, et puis Barry Windsor Smith aussi. C'est pas négligeable non plus, quoi. Alors DC n'était pas en reste, parce qu'ils avaient aussi leur série, suite au succès de Conan, ils ont voulu avoir leur série d'Heroic Fantasy, et en 75, ils ont lancé une série qui s'appelle Warlord. Par Mike Grell. Série créée par Mike Grell, voilà. Une série je crois, dont tu es assez fan. Ah oui, c'est très très perché comme concept. Là, on revient vraiment à la base de l'Heroic Fantasy, à l'Abraham Merritt. D'ailleurs, ça doit être pour ça que j'aime autant les romans d'Abraham Merritt, ça doit être à cause de Warlord. Donc Warlord, ça raconte l'histoire d'un aviateur de l'US Air Force qui, en suivant la courbure du monde, se retrouve à l'intérieur du monde. Donc dans la Terre creuse. C'est une référence. Un scénario à la Blake et Mortimer. C'est en fait même plus loin que ça, c'est tout simplement Edgar Rice Burroughs dont on parlait tout à l'heure avec Tarzan et John Carter, à une autre série de romans qui s'appelle Pellucidar, qui parle d'aventure au centre de la Terre. En fait, c'est un mélange de John Carter avec Voyage au centre de la Terre. De Jules Verne. Ouais. Et vraiment, on peut n'y voir qu'une énorme référence dans Warlord. Donc il va se retrouver emprisonné, il va devenir gladiateur, devenir le Spartacus du centre de la Terre et sauver le monde plusieurs fois. C'est une série qui est très sympathique. Graphiquement, c'est Mike Grell, donc c'est sublime. Et le petit problème, c'est qu'en fait, le personnage principal, donc Warlord, c'est en fait, c'est Green Arrow. Quoi? Bah oui, c'est Mike Grell. Hein. C'est tu prends la tête de Green Arrow, tu enlèves le chapeau de Romain Desbois, tu lui mets un casque avec des ailes. Et donc du coup, t'as eu un épisode où on avait donc Green Arrow qui rencontrait Warlord. On avait 2 fois le même personnage. C'était assez drôle, oui. Mais il y avait pas que ça comme série Heroic Fantasy chez DC. En fait, toute leur série Heroic Fantasy était liée. On trouvait aussi Arion, le prince d'Atlantis, qui était une série qui se passe à l'aube des temps, avant la glaciation, et Arion, le prince d'Atlantis, essaie d'empêcher, grâce à la magie, que Atlantis soit envahi par les glaces. Et Arak, le fils de la foudre, donc un Indien d'Amérique qui débarque en Europe sous le règne de Charlemagne. Tu as rajouté Camelot 3000, dont on a parlé récemment. Oui, moitié science-fiction, moitié Heroic Fantasy. C'était un genre vraiment en vogue dans les comics à cette époque-là, puis il y a eu un gros trou dans la fin des années 80, toutes les années 90, où toutes les séries Conan se sont arrêtées d'ailleurs dans les années 90. Il a fallu attendre récemment pour que l'Heroic Fantasy revienne en force dans les comics. Oui. Alors on a Conan qui a été repris par Dark Horse avec un bon succès. Oui, avec un run très sympathique par Brian Wood. Ouais, Red Sonja qui a été repris chez Dynamite, qui continue toujours, donc j'imagine que c'est une série qui doit bien fonctionner. Certainement. Et Image a lancé toute une série de séries d'Heroic Fantasy, toutes plutôt bonnes. Alors il y a Ravine déjà par Stéphane Seji. Alors c'est pas vraiment de l'Heroic Fantasy, mais c'est une série avec des dragons qui est vraiment de qualité. Bah, c'est du médiéval fantastique, donc c'est lié à l'Heroic Fantasy. Encore plus récemment, donc on a eu enchaîné Rat Queens, Birthright et Autumnlands. Oui. 3 séries vraiment sympathiques. Donc voilà, pour l'Heroic Fantasy dans les comics, ça s'arrête là. Mais ElfQuest, il y a eu d'autres itérations autour de l'univers. Je pense notamment au jeu de rôle, qui est le plus évident. Je pense y avoir joué un petit peu quand j'étais ado. C'est en fait, oui, il existe un jeu de rôle qui est sorti très rapidement après le comics original. On a surtout aussi 2 jeux de plateau qui sont sortis. Donc l'un en 1986 et l'autre en 2015. Oui, donc ElfQuest existe toujours. Ouais, et qui a été financé par Kickstarter. Donc voilà, ça a réussi à intéresser suffisamment de gens pour financer un jeu ElfQuest en 2015, donc quasiment 40 ans après la sortie du premier numéro. Et en fait, tu parlais d'une autre possibilité de lecture pour ElfQuest en parlant de la gratuité de tous les épisodes sur leur site. Il existe une autre possibilité de lecture, c'est une novélisation qui a été faite de la quête originelle, novélisation qui a été faite dans les pages d'un magazine très très célèbre qui s'appelle Playboy. C'est original, J'aurais jamais pensé voir du ElfQuest dans Playboy quand même. On retrouve de tout dans Playboy. Ouais, c'est évident. On a aussi eu 2 tentatives d'adaptation de ElfQuest qui est arrivé. D'adaptation cinéma, tu veux dire? Oui, d'adaptation en fait en une série animée en VHS qui aurait dû arriver au début des années 90. Donc dans les épisodes de ElfQuest, il est apparu des pubs comme quoi ils voulaient sortir des VHS racontant l'histoire de la quête originale. Et quelques numéros plus tard, les Pignons ont annoncé qu'ils s'étaient retirés du projet et qu'il fallait que les lecteurs qui avaient payé en précommande pour avoir les VHS devaient demander remboursement, sinon ils allaient se faire avoir. C'est à mon avis, ils ont dû sentir un mauvais coup venir.
Ceux qui ne l'ont pas fait ont en fait reçu une VHS de 50 minutes qui contenait donc... tu vois ce que c'est un motion comics? Oui, 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 je vois très bien. Donc pour expliquer C'est des images, les images du comics animées. Mais très peu animé en fait, Ouais. avec une voix qui relie les bulles par-dessus quoi. C'est donc ouais, je sais pas combien ils ont payé pour ça, mais ça devait pas être donné. Bon, d'un côté, c'est devenu collector, hein. Deuxième projet, ça devait être un film dont on a commencé à entendre parler dès 2003. Ça devait être réalisé par la Warner et par un réalisateur appelé Rawson Serber. Tu as entendu parler de ce monsieur? Non, le nom ne me dit rien là comme ça. Il a réalisé donc Je Dodgeball. comprends mieux pourquoi le nom ne me dit rien. Voilà. Et, et les Miller, une famille en herbe avec Jennifer Aniston. Rien à voir avec l'univers d'ElfQuest et Ouais, d'Heroic Fantasy ou le film d'action, le film d'aventure. Hein. ouais, non, c'est prendre pourquoi pas, mais là je reste perplexe. Mais en fait, Warner a complètement annulé le projet parce qu'ils voulaient pas que ça rentre en concurrence avec un autre de leurs projets de film qui n'était autre que le Hobbit. Ouais, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ouais. Ouais, c'était surtout le Hobbit à l'époque. Et ouais, je comprends pas. J'ai beau aimer ElfQuest, je sais que voilà, le Hobbit réalisé par Peter Jackson va attirer 10 fois plus de personnes en salle que le fera jamais ElfQuest. Bah, c'est pour ça, je pense qu'ils ont tout mis sur le Hobbit. Ouais, mais ça empêchait pas Parce que créer un univers d'Heroic Fantasy, ça coûte des sous, je pense, et Mm. je pense qu'ils ont pas senti le potentiel commercial dans ElfQuest comme peut y avoir dans le Hobbit. C'est dommage parce que je pense qu'ils se trompent. Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Quitte à pas en faire un grand film, ils pouvaient en faire un bon petit film, le genre de découverte qu'on fait totalement accidentellement et qu'on n'oublie jamais, quoi. Ouais, ouais. Ah, mais l'histoire, avec tous les rebondissements qu'il y a, aurait pu faire une très bonne série de films. Ouais. Et surtout, il existe un CD de musique, donc Wolf Rider Reflection, Song of ElfQuest. Qui est produit par Richard Pini, je crois Ouais, d'ailleurs. oui, Hein. oui, tout à fait, qui est très très impliqué dans la musique. Et le truc, c'est que ça compile un ensemble de chansons très folk, très, on va dire celtique, heroic fantasy-esque dans l'âme, pour accompagner la lecture des épisodes d'ElfQuest. Moi, j'ai essayé d'écouter ça, c'est pas pour moi. Hein. Non, voilà, c'est vraiment le truc que tu mets en fond sonore pour lire. C'est vraiment pas du tout le truc que tu vas écouter par pur plaisir d'écouter ça, quoi. C'est très très particulier. Et tout ça, ça nous prouve quand même que c'est une grosse franchise. Donc, ElfQuest a beaucoup de succès. Une grosse franchise indépendante. Oui. Entendons-nous bien. Hein. Oui, oui. Ça s'est bien vendu de tout le long de son existence, mais c'est pas non plus, on parle pas des chiffres de vente à la Spider-Man. Hein. Donc, j'ai retrouvé des chiffres de vente datant des débuts des années 2000 quand ils étaient repris par DC. Alors, à l'époque, les chiffres de vente n'étaient pas disponibles. En fait, c'était par indice. Oui. Donc, Spider-Man et Superman, c'était l'indice 100. Donc, il y avait les comics qui se vendaient plus, c'était noté 110, 120, 130. Et ElfQuest, à l'époque, avait un indice 10. Donc, ça vendait 10 fois moins que Spider-Man. Ouais. Ce qui est pas si mal, hein. Oui, non, c'est plutôt honorable pour une série indépendante, quoi. Par comparaison maintenant, la série Final Quest vend 20 fois moins que Spider-Man. Mais elle vend quand même à des chiffres maintenant. Donc les derniers numéros de Final Quest se sont vendus entre 5 et 7 000 exemplaires. Ce qui pour une série chez Dark Horse, c'est vraiment c'est fait partie sûrement des grosses séries de l'éditeur. C'est une très bonne série. Dommage qu'elle se vende si peu, qu'elle soit peu connue, ou même qu'on se trompe complètement sur ce qu'elle est, quoi. Parce que là, en préparant donc l'émission, on s'est rendu compte que pour beaucoup de monde, c'était pas un comics pour eux. Faut dire, bon, on va revenir sur l'apparition française, mais quand on était petit, c'était très facile pour nous de lire, mais on l'a trouvé au milieu des bandes dessinées de franco-belge. C'est comme on parlait pour Camelot 3000. Hein, c'est vraiment le style de lecture qui marche en Europe. Et même dans les thématiques, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà du comics pur pour l'époque. J'ai lu une interview de Wendy Pini qui expliquait que à l'époque, au tout début de la série, ils ont eu beaucoup de courriers de jeunes lecteurs qui étaient vraiment intrigués par la relation d'amitié qu'il y avait entre les deux elfes principaux et qui était une bromance, mais quand même qui est devenue populaire maintenant, mais qui à l'époque, dans les comics, c'était pas du tout évident. C'est exactement ça entre Skywise. Skywise et Cutter, ouais. Et voilà, c'est vraiment, ils ont une relation qui est à mi-chemin entre la relation entre frères et la bromance. Ils sont très proches et ça a beaucoup titillé l'intérêt des lecteurs à l'époque. Et c'est pas surprenant, quoi. Les Pini sont tous les deux des militants pour la cause gay depuis des années. Même comme ça, je parlais tout à l'heure de la biographie des auteurs qui interagissaient avec l'univers. C'est le genre de truc qu'on voyait peu dans les comics à l'époque. Peu, voire même pas du tout, mais bon. On parlait des parutions, donc en VO, on a tous les deux lu le même bouquin. Alors en VO, on a de la chance, comme je le disais, on peut tout lire gratuitement. Mais si jamais on veut acheter les livres, alors on peut trouver l'intégrale de ElfQuest pour vraiment pas cher, parce que Dark Horse a tout ressorti dans des gros omnibus
qui vendent à 25$ l'omnibus. Donc le premier tome qui comporte les 20 premiers épisodes fait plus de 600 pages et on a toute la première quête pour 25$. Ça vaut vraiment le coup. Des omnibus format comics régulier en couverture souple. Mais avec un papier d'excellente qualité et en noir et blanc. Oui, tout à fait. C'est vraiment un très bel objet et puis ça nous permet vraiment d'avoir tout la quête originale pour pas si cher que ça, quoi. 25€, c'est négligeable. En France, c'est un peu plus cher, on va dire. En France, par contre, on a de la chance, c'est que la série ressort cette semaine. Oui, tout à fait, chez un nouvel éditeur qui vient de débarquer sur le marché. Donc au moment où on enregistre, le livre sortira dans 2 jours et que le vendredi 20 janvier, donc Snorgle va débarquer dans toutes vos librairies avec le premier tome de ElfQuest. Donc Snorgle, c'est une librairie sur Marseille qui a décidé de se lancer dans l'édition. Et je trouve qu'ils font très bien de reprendre ElfQuest, qui est donc quasiment mort en publication en France depuis que Vent d'Ouest a arrêté de les publier. Et donc, ils vont déjà s'attaquer à l'édition de la quête originale. Ils vont le faire en 5 tomes. Chaque tome coûtera aux alentours de 15€. Le peu que j'ai vu des bouquins, grâce aux multiples vidéos qu'ils ont fait sur leur Facebook, le bouquin a l'air d'être une belle édition. Édition en couleur, contrairement à l'édition Voilà, c'est la différence entre l'omnibus à 25€ et le bouquin à 15€. Il y a beaucoup plus de pages dans l'omnibus, mais il n'y a pas la couleur. Et c'est du souple, alors que l'édition de Snorgle sera en rigide. Alors on va se quitter, mais avant on va vous rappeler que vous pouvez retrouver donc cet épisode sur notre site, où vous pourrez retrouver donc la fameuse vidéo dont tu parlais de Wendy Pini en Red Sonja, mais également la lettre qui a permis la rencontre entre Wendy et Richard. Tout à fait. Et aussi les premières pages du premier épisode d'ElfQuest. Comme d'habitude. On ne change pas les bonnes habitudes. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Laissez-nous des commentaires. Essayez de participer au concours parce qu'on vous fera gagner des comics. On va se quitter en chanson, comme d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as choisi pour illustrer ElfQuest ? Donc là, j'ai longtemps cherché des chansons qui pourraient convenir à l'univers d'ElfQuest et le seul truc qui m'est venu en tête, c'est des vieux souvenirs d'enfance. On va rester dans l'heroic fantasy de la fin des années 70, début des années 80. Donc, est-ce que tu connais Rankin Bass comme maison de production de dessins animés ? Pas du tout. Donc, Rankin Bass, c'est une maison d'édition qui a fait beaucoup de dessins animés aux États-Unis et notamment 2 qui sont célèbres mondialement, on va dire. Donc, La Dernière Licorne, qui est donc un dessin animé racontant la décision de la dernière licorne a envie de quitter le monde des hommes et de retrouver ses sœurs. Et Le Vol des Dragons, qui est donc pour moi, ça a longtemps été un souvenir enfoui dans ma mémoire, et le truc, j'en parlais aux autres, on me disait mais non, ça n'existe pas. Et c'est en fait un dessin animé qui était passé durant les vacances de Noël dans les années 80 en France. Ça nous a laissé des souvenirs impérissables. Parce que c'est vraiment des très bonnes productions, produites aux États-Unis, mais réalisées par une équipe technique japonaise. Une équipe technique japonaise qui s'appelle Topcraft. La boîte a fermé rapidement parce qu'en fait, ils ont tous été travaillés pour un petit réalisateur japonais qui sortait son premier long métrage, Nausicaa de la vallée du vent. Miyazaki. Voilà. Et en fait, Topcraft, c'est Ghibli. T'es parti dans un tunnel, mais tu nous présentes la chanson ? Oui. Donc la chanson que j'ai choisie est tirée de La Dernière Licorne. Donc c'est un titre du groupe America. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Man's Road. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Horizon rising up to meet the purple dawn, dust demon screaming, bring an eagle to lead me on. For in my heart I carry such a heavy load. Here I am on man's road, walking man's road, walking man's road. I'm hungry, weary, but I cannot lay me down. The rain comes dreary, but there's no shelter I have found. It will be a long time till I find my abode. Here I am on man's
walking man's road. Moon rising, disguising lonely streets in gay displays. The stars fade, the nightshade falls and makes the world afraid. It waits in silence for the sky to explode. Here I am on man's road, walking 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 man's. Alors les Windy, parce qu'on peut, on va les qualifier pendant Non, tout les le Pini. podcast de... Ah, oh la vache.